Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Il y a quelques jours, Abdelhak Khiem, le directeur du Bureau central d'investigation judiciaire, dressait un bilan de cette structure qui, depuis sa création en mars 2015, n'a eu de cesse de prouver son efficacité en matière de lutte contre le terrorisme. Un travail et une efficacité maintes fois salués et reconnus, notamment à l'étranger, tant et si bien que le Maroc aujourd'hui est le coprésident du Centre de lutte contre le terrorisme, un organe de coopération multilatérale. Pour nous parler de ce bilan du BCIJ ce matin et nous évoquer aussi la stratégie intégrée de lutte contre le terrorisme du Maroc, nous recevons ce matin sur notre plateau M. Mohamed Nifaoui. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire au Bureau central d'investigation judiciaire. Avant de nous donner quelques chiffres sur le bilan qui a été présenté, juste un petit rappel sur le contexte de création de ce bureau et comment il s'insère dans l'ensemble des structures sécuritaires du Maroc. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'engagement des services du Royaume du Maroc dans l'action antiterroriste engagée au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, le Royaume est devenu une cible toute désignée par l'international terroriste. Donc, comme en témoigne le précédent des attentats du 16 mai 2003. Et c'est à partir de ce moment-là que le Royaume a pris conscience que nul n'est à l'abri de ce fléau destructeur. Donc, face au développement du terrorisme international et à l'instar des pays démocratiques, le Royaume du Maroc a adopté une approche sécuritaire globale, intégrée et multidimensionnelle, basée essentiellement sur la prévention et l'anticipation. Et justement, cet élan d'anticipation a permis la neutralisation depuis 2002 de 167 structures terroristes sur fond d'arrestation de 3039 personnes, dont 277 ex-détenus islamistes, et la tenue en échec de 341 projets terroristes dont des attentats à l'explosif. Depuis 2002. Depuis 2002. Et la vigilance des services de sécurité marocains aussi a permis la neutralisation depuis 2013 d'une quarantaine de cellules terroristes liés à la zone syro-irakienne, ce qui offre un indice probant sur la réceptivité des extrémistes locaux à l'égard du discours insidieux de l'État islamique. Et comme vous savez, madame, après le déclenchement de la crise syrienne, et suite à l'appel lancé par la chefferie de l'organisation terroriste État islamique, plusieurs volontaires nationaux ont répondu positivement à cet appel en se rendant à cette zone de guerre. On a une idée du nombre de Marocains qui sont partis directement sur le terrain? Oui, bon, on en a recensé, après le suivi de la situation au niveau de la zone irakienne, on en a recensé 1623 qui sont déployés de la sorte. On en a 865 qui sont enrôlés au sein de l'État islamique. Et on a une centaine qui ont rallié Harakat Shem l'Islam et 52 qui ont rejoint le Front de libération des Shem, connu antérieurement sous l'appellation Jabhat Nusra, et les autres, ils s'activent en faveur des autres phalanges implantées sur place. Et pour ce qui est de suivi toujours de la situation au niveau de la zone irakienne, on a recensé encore parmi les combattants revenants, on en a recensé 208, mais 553 sont morts soit dans des affrontements avec l'armée syrienne, soit dans des opérations kamikazes. Alors, quel est le profil, juste une parenthèse, le profil de ces personnes qui sont attirées par cet appel de l'État islamique et qui partent combattre? Il y en a qui ont déjà évolué dans d'autres phalanges terroristes bien avant le déclenchement de la crise syrienne, des ex-détenus. Donc ce n'est pas une radicalisation nouvelle comme on peut le voir souvent en Europe ou en tous les cas récente? Oui, il y en a, parce que le traitement de beaucoup d'affaires au niveau même du BCIG a permis d'établir que je vais vous citer par exemple, le traitement de beaucoup d'affaires a montré comment Daesh change de stratégie. Par exemple, au début, c'était les volontaires qui rejoignent les camps d'entraînement au niveau de la zone irakienne pour y acquérir une expérience guerrière avant de rebrousser chemin vers le royaume et accomplir leur projet belliqueux. Et même pour ceux incapables de gagner cette scène, la chefferie ou le commandement de l'État islamique a légitimé à ces inconditionnels de sévir dans les pays même où ils évoluent. Et face à l'échec de cette stratégie grâce à la vigilance des services de sécurité marocains,
Daesh, on a adopté une autre qui consistait par exemple à envoyer des émissaires étrangers au royaume pour s'y installer dans un premier temps avant de commencer à recruter et former des cellules dormantes tout en coordonnant leur action avec leur commandement. Et c'est le cas là, je cite le ressortissant tchadien, oui. Ahmed Moussa. Qui avait été arrêté à Tanger. Alias Aboul Batul, l'égorgeur, arrêté à Tanger. Et dernièrement, avec le démantèlement de la structure féminine, si vous avez suivi, donc on a relevé un revirement dans la stratégie de Daesh qui a recouru justement à la gente féminine, notamment les mineurs d'âge, pour les impliquer dans ces projets. Et c'est nouveau, ça, le fait de cibler ce public-là, des mineurs femmes? Oui, ça illustre parfaitement la nature évolutive de la stratégie de Daesh. Et leur capacité d'adaptation. Oui, exactement, parce que même le traitement de cette affaire-là a permis d'établir que les membres de cette cellule, 10 femmes dans 7 mineurs d'âge, comptaient des liens familiaux avec des combattants nationaux, justement, évoluant à l'Alliance irakienne. Et aussi, il y en a même une dont le père est un Marocain afghan. Et ils se sont alignés, ces filles se sont alignées sur la doctrine déviante de Daesh, au point que l'une d'elles avait planifié de commettre un attentat à l'aide d'un ceinturon explosif le jour du scrutin, donc le 7 octobre 2006. Et on a une autre fille aussi qui a contracté un mariage virtuel sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, avec un opérationnel de l'État islamique qu'il devait rejoindre sur cette zone pour s'investir tous les deux dans des actes de terrorisme. Alors, les vecteurs qui sont utilisés, donc il y en a plusieurs. Il y a le contact avec des émissaires qui sont envoyés, donc c'est des contacts réels de proximité. Il y a aussi la cybermenace, Internet. Comment on gère cette menace protéiforme et tous ces canaux qui sont utilisés aujourd'hui par l'État islamique notamment? Donc la menace nous guette tous, donc guette tous les pays. C'est vrai, c'est une menace qui, surtout l'usage d'Internet, qui reste toujours le moyen le plus efficace pour rester tout près de ce qui se passe au monde, de développer des liens de coordination, de rester en contact, de se radicaliser à partir de chez soi. Donc, ce n'est pas toujours aisé, mais il y a toujours un suivi opérationnel et ininterrompu de la part des services sécuritaires pour faire face à ça. Alors aujourd'hui, l'État islamique connaît quelques revers sur le terrain syro-irakien. Est-ce qu'on peut craindre une transformation du terrain qui se rapprocherait vers la Libye, notamment où Al-Qaïda est en train de renaître aussi? Comment on gère cette menace régionale, pour le coup? Justement, j'aimerais bien signaler qu'outre la menace émanant de l'agence irakienne, le Maroc aussi se trouve confronté aux défis sécuritaires engendrés justement par l'étendue des connexions entre le Front Polisario et les structures terroristes dans la région du Sahel, sachant que bien entendu on en a recensé une centaine de séparatistes formellement identifiés qui ont rallié et évolué dans les rangs d'AQMI et consorts. Et justement, l'implication de ces séparatistes, si vous voulez, en 2011, il y avait une implication des éléments du Front Polisario dans l'enlèvement de 3 humanitaires étrangers au camp Rabouni, attenant au secrétariat général du Polisario. Il y a aussi la prise d'otages en 2013, commandité par l'Algérien afghan Mokhtar Belmokhtar, le promoteur du groupuscule terroriste destinataire par le sang, mais exécuté par son lieutenant, Mohamed Lamine Ouldissal, qui est un élément du Front Polisario et ont rejoint les phalanges sahéliens d'AQMI justement depuis 2006. Et même au niveau de BCIG, le 28 avril 2015, le Bureau central d'investigation judiciaire a démantelé une cellule baptisée Junoud Khilafa fil Maghreb Wilayat Laayoune, acquise à l'État islamique aussi, de son promoteur Ahmed Balaini, que vous avez suivi sur la chronique sécuritaire. Alors cette cellule, elle cherchait à ériger la ville de Laayoune en base arrière acquise à l'État islamique, en surfant justement sur les actes subversifs orchestrés par les agitateurs séparatistes pour la commission d'actes malveillants
devant précipiter la constitution du premier noyau de la Khilafa dans les provinces du Sud. Donc aujourd'hui, il est avéré qu'il y a une alliance stratégique entre ces groupes séparatistes et puis les groupes terroristes alliés à Haqqani ou à l'État islamique. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et la Libye, ça peut être justement une arrière-base aujourd'hui pour tous ces groupuscules? Justement, la situation chaotique en Libye, donc, constitue une source d'inquiétude aussi pour le royaume et pour la région aussi. Si l'on tient compte de la libre circulation des passeports authentiques vierges libyens et aussi la dispersion des armes à feu et munitions après le régime de Kadhafi, la chute du régime de Kadhafi. Pour ceux qui rentrent de Syrie, comment on gère le retour de ces menaces en fait, qui reviennent? C'est une question qui se pose pour le Maroc, mais aussi pour l'Europe. On en parle beaucoup. Justement, face à la recrudescence de la menace émanante de la zone syro-irakienne, donc, le Royaume du Maroc a étoffé son arsenal juridique par l'adoption de la loi 86-14 passée en 2015, qui incrimine justement tous les actes de ralliement, même la tentative de ralliement des foyers de tension. Et il en est de même pour les facilitateurs logistiques ou financiers de s'y équiper. Donc l'éventail des motifs d'inculpation est élargi. Oui, justement. Alors, une dernière question sur la coopération internationale. Le Maroc a été plusieurs fois salué. Un rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a été rendu public en juin 2015 affirme même que les services de renseignement marocains sont classés la plus puissante organisation de renseignement de la région MENA. On a vu que le Maroc avait joué un rôle important, notamment en France, plus récemment en Allemagne, dans la prévention du terrorisme. Comment peut évoluer la coopération internationale et quel rôle le Maroc est-il appelé à jouer dans cette coopération internationale? Justement, donc l'engagement des services de sécurité marocains pour circonscrire la menace à l'intérieur du pays en matière de lutte contre le terrorisme a toujours été accompagné d'un apport considérable dans la lutte contre le terrorisme à l'international. Et c'est justement à travers la communication de renseignements déterminants à plusieurs pays amis ayant permis de déjouer des projets déstabilisateurs et la neutralisation d'acteurs justement terroristes menaçant les sécurités de ces pays. Et si vous voulez, je vous citerai, parce que grâce aux renseignements marocains, que les partenaires américains ont réussi à détruire le camp Khaldan en Afghanistan. Donc, il y a aussi le démembrement au royaume de plusieurs cellules acquises au groupe islamique combattant marocain, que les autorités espagnoles et françaises et belges ont réussi aussi à démanteler les cellules acquises à cette entité chez eux. Et aussi, si vous voulez, je vous cite le démantèlement en mars 2006 de la cellule terroriste liée à Al-Qaïda et à l'ex-GSPC, de son promoteur, le ressortissant tunisien Mohamed Ben Hadim Sahel, qui a permis l'avortement de plusieurs projets terroristes en France et en Italie, dont le siège de l'ex-DST française à Paris, le métro de Milan, la basilique Saint-Petronio de Bologne. Et aussi, le Maroc, les services de sécurité marocains et leurs homologues espagnols ont mené beaucoup d'opérations conjointes ayant abouti au démantèlement de plusieurs cellules évoluant dans les deux royaumes ibériques et marocains. Et aussi, s'inscrivant toujours dans la même dynamique internationale, les services de sécurité marocains ont développé des échanges de renseignements opérationnels avec leurs homologues européens, notamment français, ayant permis de déjouer des projets déstabilisateurs et l'introduction d'acteurs terroristes dans le cas du commanditaire des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Le belgo-marocain Abdelhamid Abaoud et sa cousine Hasna Aït Poulhassan abattus tous les deux dans l'assaut du 18-11-2013 à la planque de Saint-Denis. Absolument. Donc pour dire que toujours le Maroc est... Mais c'est des coopérations, ce sera ma dernière question, plutôt bilatérales, ou est-ce qu'aujourd'hui la menace étant celle que vous avez soulignée tout à l'heure et pouvant exploser à n'importe quel moment, est-ce qu'il y a aussi une coopération multilatérale et pas que des relations bilatérales avec nos pays voisins? Oui, justement, donc la coopération, le Maroc a toujours collaboré et collabore toujours avec tous les pays concernés de par le monde par ce phénomène qui nous menace tous. Donc il n'a pas de frontières, qui ne connaît pas de limites et qui n'a pas de nationalité aussi. Donc
c'est un phénomène international. Et le Maroc aussi a entrepris des démarches sérieuses pour bâtir et développer des partenariats en matière de sécurité, notamment antiterroriste, avec les pays africains aussi, et régional. Et sur le plan régional, si ce n'est l'absence de coopération de la part de l'Algérie, justement, je le redis encore, donc dans ce cadre. Merci beaucoup, commissaire Nifaoui. Vous êtes commissaire au Bureau central d'investigation judiciaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir apporté tous ces éclairages. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous.